La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui retire le masque. Il va falloir qu'on l'explique celle-là. Coucou les gens, je suis One A Pied, je suis avec vous pour vous parler de bande dessinée dans cette fantastique émission avec les personnes les plus, je sais pas, des fois je dis qu'ils sont exceptionnels, etc. Mais c'est parce que je n'aime pas me sentir seul autour de mes micros, durement acquis grâce à vos sous. Donc merci à Guillaume d'être parmi nous. Ouais, je sais pas s'il faut lui dire, je sais plus là. Merci à Isaac d'être encore là. C'est culé, je crois. Hein, culé le terme. Voilà. C'est ça. Et merci à Thio d'être égal à lui-même. Ah, il doit y avoir un sens caché, mais j'ai Ouais. pas encore trouvé. Non, mais c'est pas caché en fait. C'est pas caché. Non, Ah oui. c'est pas caché. D'accord. Ok. Dans cette émission, nous allons vous parler de 4 bandes dessinées et d'un petit hors-sujet. On va jeter un œil sur autre chose. On va donc vous parler du Grand Vide, Mais c'est d'Enola HS, Holmes. c'est un hors-sujet ou c'est un. Ouais, émission on a changé le nom. D'accord. De Rectificando, de My Name GMT, les tomes 2 et 3 qui finissent le triptyque trilogie. de la mort. Et on jettera un œil sur Return to Monkey Island. Oh là. Oui. Oh, Oh là. punaise, on était bien au niveau de la durée de l'enregistrement. Là, c'est mort. On vous laissera avant. Hein. Par contre, pensera à éteindre les lumières, monsieur. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Voilà, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et puisque Allez, ça, lance c'est le même moi qui jingle, vais là. parler en premier. Voilà, Alors, là. on a peur de la grosse bête. Le Grand Vide, une bande dessinée de Léa Muravic, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est aux éditions 2024 pour 25 €. Le Grand Vide, c'est un grand tome qui d'abord attire l'œil, pas forcément plein, mais en tout cas attire l'œil, par sa forme. C'est un grand format avec une couverture très contrastée, avec un travail sur la couleur assez fort, dans le sens où on a des gros carrés de rouge, une perspective plongeante assez impressionnante. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a attiré, m'a donné envie de lire ce bouquin. Bref, pourquoi pas ne pas se lancer là-dedans, surtout que 2024 sort en général plein de bonnes choses. Nous allons suivre la vie de Manel Naher, qui vit dans un monde futuriste où, en fait, c'est ton réseau social qui fait que tu mérites de vivre. Plus tu es connu, plus tu as de la chance... De la présence. de la présence, voilà. Plus tu as la chance de t'en sortir. Et si tu commences à sombrer dans l'oubli, bah, tu meurs. Tout simplement. Et Manel Naher, elle, son rêve, c'est de partir dans le grand vide, qui est en dehors de la ville, où justement, la présence n'a plus d'importance, mais tous les gens qui sont partis ne sont jamais revenus. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Est-ce que ça craint pas? Surtout que, par un court de circonstance, elle va se retrouver à avoir beaucoup de présence, et que, bah, c'est pas ce qu'elle voulait, mais elle va y prendre un peu trop goût. Au risque de s'éloigner de ses amis, tout en devenant de plus en plus connu. C'est un ouvrage assez étonnant par la forme. On est déjà sur principalement sur une bichromie de bleu, une monochromie, pardon, de bleu, avec de temps en temps des passages où la couleur arrive avec des rouges et des bleus plus clairs qui en jettent, pour insister sur la présence des prénoms et des noms des personnages qui sont tous plus ou moins connus. Il y a des tonnes de noms qui apparaissent, des effets de mise en scène qui sont assez impressionnants sur la représentation de la ville. Un travail sur la représentation des personnages qui est un petit peu plus difficile à aborder, avec parfois de très belles trouvailles de recherche graphique pour montrer l'état dans lequel est le personnage. Voilà. On adhère ou pas au style, la façon dont sont dessinés les personnages. Moi, j'ai bien aimé. Il y a des moments où je trouve ça pas fantastique, mais il y a une mise en page, une narration, une sorte de volonté expérimentale qui m'a vraiment bien plu.
Le sujet a aussi un côté un petit peu futuriste, mais un peu burlesque, parce que c'est un futur qui ne peut pas exister comme ça en vrai. On n'est pas du tout sur quelque chose de réaliste, on est vraiment sur du... on voit que ça veut raconter le pouvoir de la présence, de la connaissance, de tout ça. Et ça marche plutôt pas mal, même si j'avoue que je m'attendais à une chute. Et voilà, la fin m'a un peu, alors que j'ai été pris à fond dedans tout du long, la fin m'a un peu laissé en plan. J'ai l'impression d'avoir été abandonné avec cette histoire que j'ai bien aimée. Et ça, c'est ce que voilà, c'est mon petit regret là-dessus. Et vous, jeunes gens, qu'en avez-vous pensé vu que vous êtes deux à l'avoir lu? Mon cher tiens, Isaac, c'est le genre de pavé, t'étais intéressé par lui à la base. Oui, à la base, c'est clairement ma cam. Et je suis au final un petit peu déçu. Ça reste très en surface. Et alors oui, on peut dire que ça dénonce la société des médias, la société auto-centrée sur le moi. Je n'existe qu'à travers le regard des autres, sur mon nombre de followers, sur mon nombre de vues, etc. Maintenant, une fois que ça s'est passé, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un petit rajout quand même que je vais faire sur le pitch, c'est que le fait d'avoir de la présence, si on en obtient une quantité suffisante, on devient un immortel. Donc, il y a quand même un gain substantiel non négligeable. Maintenant... L'immortalité vaut-elle le coup d'être vécue? Surtout que c'est une immortalité qui n'est que temporaire, en fait. C'est une prolongation de vie, en réalité. Donc c'est... immortel. Comment ? En fait, non, pas vraiment, parce que Voilà, du moment où tu retombes dans l'oubli... C'est ça, tu es immortel tant que tu es visible. Bah, c'est Tant comme qu'on les- continue comme à les dieux, penser à tant toi. que t'as C'est exactement un ça. croyant, tu existes, mais Exactement. après, dès qu'il meurt, c'est fini. C'est ça. Et en fait, moi, ce qui me manque, c'est un petit peu ce qui reflète le titre du livre, c'est-à-dire, il y a un grand vide d'intrigue. C'est-à-dire qu'il y a un univers qui est posé, il y a un décor qui est posé, mais il n'y a pas une intrigue qui est posée. Il n'y a pas un but narratif. Et du coup, on arrive à la fin, on a passé un moment graphiquement intéressant, au niveau du décor, du contexte, des idées, intéressant, et what else? Voilà. What else? Et moi, vraiment, j'ai été déçu de la fin, mais pas que de la fin, c'est d'être arrivé à la fin sans qu'on m'ait révélé, raconté, dit quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment très dommage. Il y a une très bonne idée graphique, il y a une très bonne idée de contexte, et qu'est-ce qu'on en fait? Malheureusement, pas grand-chose. Donc je dois avouer que c'est une bande dessinée qui a plein de qualités, mais qui manque d'un élément essentiel, c'est d'un certain intérêt. Et c'est un petit peu dommage. Quelque chose à ajouter, Guillaume Non, je suis assez d'accord avec vous. Je suis rentré dedans, alors que c'est pas nécessairement ma cam à la base. Je passe un bon moment, je le trouve intéressant, intriguant. Et puis, pareil, déception à la fin. Moi, je pense que ce qui manque, c'est peut-être un élément ou deux, un indice ou deux pour nous aider à se faire notre propre idée à la fin. Parce que je pense que son absence de fin est là pour que chacun se fasse son opinion. Oui. Mais en fait, il manque des quelques éléments déclencheurs pour qu'on aille vers une opinion ou une autre, qu'on se l'approprie, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, il fallait descendre un petit peu plus loin et elle est restée un peu trop en surface. C'est le genre de bouquin, donc c'est un premier album qui a ce grand défaut de laisser sous-entendre énormément de bon potentiel, mais qui en dit peut-être presque déjà trop, et ça met la barre... le bouquin est sympathique, il a des défauts, mais ça met une barre assez haute, je trouve, pour un suivant. Donc je suis très curieux de voir ce que va faire Léa Muravik par la suite, parce que c'est une autrice que j'ai envie de suivre. Clairement. Après, moi, je pense qu'il aurait fallu qu'elle se fasse un petit peu aider par un scénariste c'était peut-être le cas. Pour se faire plus guider là-dedans. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a plein de qualités, mais ça manque un petit peu. Par contre, effectivement, autrice à suivre de très près.
Donc Le Grand Vide de Léa Moravec chez les éditions 2024 pour, je n'ai plus le prix sous les yeux, 25 €. On passe à Enola Holmes par Serena Blasco et je vois qu'il y a aussi noté le nom de une autre Lucie personne. Arnaud. Lucie Arnaud. Lucie Donc ça, Arnaud. j'ai Alors, trouvé je- ça en farfouillant Ouais, sur les bah, elle est sur les internets couves, parce elle est que sur les couves. sur les bouquins, sur les 3 tomes que j'avais, rien n'était noté. Je sais Non, pas. c'est à la fin, c'est à partir du 6e, 7e. Ouais, Du c'est une sixième. assistante. Du c'est- 6e. qu'elle fait Bah, la en couleur. fait, je vais vous expliquer tout ça. Ok, Je crois on que y c'est reviendra. On y reviendra après. Juste pour dire que donc c'est chez Jungle pour 13,95 €. On va vous parler des 7 tomes. Vous avez peut-être 7 tomes pour 13,95 €. non l'un. Ah. Vous avez peut-être déjà entendu C'est vrai, parler. faut penser au libraire, le pauvre. de- Et à de- l'auteur aussi. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est basé sur des romans jeunesse de Nancy Springer qui a apparemment eu un gros succès et qui a eu en plus une adaptation en film sur Netflix. En série, en film. Non, un film. Ah, c'est pas, il me semblait que c'était une Non, non, série. c'est un film. C'est un Et le, film. et le Le deuxième deuxième- film sort le 4 novembre sur Netflix. Voilà. Yeah, Oui. baby. Enfin, est sorti, pardon. Est sorti, voilà. Et c'est voilà. Et le Ah, film. falloir que je moi, revoie. j'avais vu le film que j'avais bien aimé. J'avais en souvenir que c'était une série parce que je l'ai vu aussi. Et on va laisser Guillaume nous en parler. Alors, donc, Enola Holmes, les enquêtes d'Enola Holmes, comme tu disais, un roman de Nancy Springer, adapté en bande dessinée par Serena Blasco sur les 5 premiers tomes sûrs. Je ne me souviens plus quand est-ce qu'elle lâche un peu le dessin pour le passer à Lucie Arnoux. 6. C'est à Tome partir 6. du 6e. Et donc, où elle se concentre plus sur le scénario. Donc, alors, pour les 5 premiers tomes, en tout cas, ça a été fait en couleur directe par Serena Blasco. Donc, je vais pas m'étendre sur le dessin parce que pour moi, c'est le type de dessin qui soit plaît, soit ne plaît pas du tout. En général, ça laisse pas indifférent, mais c'est pas forcément le genre de dessin hyper facile et hyper convenu qui passe partout auprès de tout le monde. Moi, c'est un dessin que j'aime beaucoup, que je trouve très sympathique, assez expressif. Et puis, au niveau couleur, je trouve ça sympathique et plutôt riche. Donc, j'étais plutôt à l'aise dans ce genre de BD. Après, donc, Enola Holmes en soi, les romans de Nancy Springer partent du principe que Sherlock et Mycroft ont une petite sœur qui s'appelle Enola, qui a été élevée dans la maison de campagne familiale, enfin en tout cas par sa mère, et certainement pas comme une jeune fille de bonne famille, en tout cas de l'époque. Donc on va avoir un petit côté un peu féministe dans le sens où c'est une jeune femme libérée avant l'heure, libre avant l'heure, donc très intelligente, qui se débrouille sans homme au besoin. Sa mère lui a appris beaucoup de choses, dont le combat, ne serait-ce que pour se défendre, le langage des fleurs, résoudre des énigmes, bref. Un peu comme Sherlock en fait. Et l'histoire va commencer avec la disparition donc de la mère d'Enola qui s'en va le matin comme d'habitude, sauf que le soir elle rentre pas. Intriguée, Enola va commencer à mener l'enquête, mais en fait elle patauge, elle piétine, elle trouve rien, elle comprend pas. Et en fait elle va appeler Sherlock à la rescousse pour l'aider à retrouver sa mère. Sauf que, a priori, les relations mère-fils étaient un peu tendues parce que Sherlock se pointe avec Mycroft. Sherlock survole l'enquête, s'y intéresse pas vraiment, donc passe à côté d'à peu près tout. Et Mycroft, lui, s'en occupe même pas. Il est juste outré par l'éducation de sa sœur et cherche une pension pour jeune fille de bonne famille. Sur ces entrefaites et la découverte d'un nouvel indice, en fait, Enola fugue. Laura, c'est dans une autre série qui va sortir sur Disney+. Voilà. Donc Enola fugue, quitte la maison et va mener l'enquête pour retrouver sa mère. Donc ça, c'est le fil rouge, retrouver sa mère. Mais comment on survit à Londres quand on est une jeune femme seule, certes intelligente et on va dire émancipée, mais ça passe pas très très bien dans la société londonienne. Donc on va monter sous un faux nom d'homme une petite agence de détectives pour résoudre quelques mystères et quelques enquêtes. Voilà, on a planté le décor. Et pour moi, voilà, Enola est une bonne série. J'ai vraiment passé de très bons moments à chaque bouquin. Le cycle est clôturé avec une fin
Bah, une fin comme j'aime bien en fait, qui te laisse un petit goût amer, que tu aurais peut-être espéré un peu différente, mais qui finalement C'est le fonctionne très sixième bien. tome, la fin du cycle. C'est le Du premier 6e? cycle. Sixième, fin du premier cycle. Tu arrives sur un nouveau cycle apparemment avec le septième. Ah, bon, je me suis... ouais, ça fait un moment que je les ai lus, quoi. C'est marrant, j'avais retenu le 5e, moi. Bon, bref. Voilà, pour moi, c'est une bonne lecture, super intéressante, parce qu'on va découvrir un tout petit peu la société londonienne, au moins comme on l'imagine dans les romans. On voit bien que la vie d'une femme à l'époque est pas très facile, voire pas très intéressante. Et Enola va naviguer au milieu de tout ça, mettre un petit coup de pied, donc porter un petit message un peu féministe. Ça peut être sympa pour mettre le pied à l'étrier des jeunes hommes et des jeunes filles. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose à jeter. On voit rien du tout. Juste voilà, un petit redémarrage, un redémarrage peut-être un peu difficile sur le début du nouveau cycle, que j'ai trouvé peut-être un petit peu moins péchu, un petit peu moins intéressant. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et que du coup, je me suis un peu désintéressé du personnage. Mais enfin voilà, pour moi, une série à lire, voire à relire pour ceux qui l'ont vraiment apprécié. Thio, toi, c'est une série que tu as suivie dès le départ, donc je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, ce que tu as aussi beaucoup aimé. Alors, j'ai pas suivi dès le départ, en fait. Ça fait un moment que je l'ai suivi. Ça fait un moment que je la suis, en fait, parce que lors d'un déménagement d'un libraire à Aix, j'ai rencontré l'autrice, justement. Et en fait, du coup, ça m'a permis, en fait, tu vois, du coup, je fais, oh, ben, c'est cool. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire Enola Holmes, en fait. Et alors, les premiers tomes sont, c'est vrai, comme tu disais, voilà, le dessin, c'est clivant. Soit tu aimes pas. En plus, visiblement, il y avait quand même un petit souci au niveau de l'édition des bouquins, parce que en suivant, donc en discutant avec Sarah, vous avez parlé justement que les couleurs, parce qu'elle travaillait en couleur directe, en fait, ce qu'elle avait fait sur ses planches, c'était pas du tout ce que tu retrouvais, en fait. La colorimétrie, on va dire, au niveau de l'édition, n'était pas du tout la même, et elle n'était pas du tout satisfaite du résultat obtenu, je crois, sur les trois premiers tomes, il me semble. Bah, surtout à partir de la deuxième ou troisième impression, si je me souviens bien. Ouais, que Où ils ont changé un truc sur les rotatives et les couleurs sont beaucoup trop sombres, beaucoup trop noires. Ouais, ça rend pas du tout hommage à ce qu'elle fait. ouais. Oui, parce que le dessin est quand même très lumineux à la base. Oui. Et non, clairement, voilà, c'est vraiment une super. Ça a été une super découverte à ce moment-là. Et puis là, voilà, donc tome 7. Donc, du coup, je suis reparti dedans, quoi. Et, vraiment une chouette série, on va dire, un peu. Peut-être, ouais, finalement, peut-être même de la littérature jeunesse avant que ça devienne un peu plus bankable que ce que tu peux avoir aujourd'hui, quoi. Mais voilà, une bonne lecture. Alors moi, justement, ce côté clivant, c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas allé vers le bouquin, alors que j'adore le côté Sherlock Holmes. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me tentait pas. Je trouvais il y a un problème, pas forcément avec la colorimétrie, hein, qui est assez clivante. Moi, c'était les visages, hein, qui globalement me dérangeaient un peu, une forme d'imprécision derrière. Imprécision qui disparaît au fil du temps quand même. On voit que le dessin s'affirme. Et en fait, les intrigues m'ont prise. La narration aussi m'a beaucoup plu. Il y a vraiment un beau travail de découpage, des efforts sur la mise en scène qui permettent de synthétiser beaucoup d'idées en assez peu de pages, parce que je ne sais pas quelle taille font les romans à la base, mais on sent qu'il y a un bon condensé de l'histoire, comment réussir à... T'as des pensées quand tu suis les réflexions d'Enola à certains moments, tu vois qu'elle a réussi à te condenser ça de façon très très fluide sur quelques cases. Enfin, ça marche très très bien au niveau narratif. Et oui, le dessin s'affirme vraiment avec le temps, me plaît, et les enquêtes sont super intéressantes. Ça permet d'avoir une approche justement où on sent cette intelligence et ce pouvoir de déduction à la Sherlock Holmes, mais avec un autre angle. Une autre façon de voir les choses, un point de vue féminin, qui est énormément mis en valeur, et ce qui fait que surtout, elle voit des choses que les hommes ne voient pas. Parce que la femme est invisible, et elle arrive à traiter de sujets aussi bien historiques, en tout cas Nancy Springer, hein, l'autrice originale, aussi bien historiques que de sujets de société, en invoquant des grands noms, en montrant des problématiques autour des corsets, par exemple, des histoires de santé féminine, voilà. Et c'est vraiment très, très bien fait. Et
même si au premier abord c'est clivant, quand tu te plonges dans le dessin, ce travail sur la couleur, sur je sais pas si c'est de l'aquarelle ou un travail d'encre, en tout cas c'est une aquarelle très flashy, donc c'est peut-être plutôt des encres. Je crois, oui. Ça en jette, quoi. C'est bourré de petits détails, la mise en forme est super. Les 6 premiers tomes qui forment l'acte complet sont pas mal. D'un point de vue éditorial, j'aurais peut-être aimé que le troisième, la couverture intérieure, ils aient enlevé le post-it qui rappelle la quête de l'héroïne qui n'a plus lieu d'être parce qu'elle a été résolue dans le tome précédent. Voilà. Je trouve ça un petit peu bizarre en soi. Hein. L'éditeur aurait pu faire un petit effort. C'est vrai que le nouveau cycle manque pour le moment d'enjeux. Parce que justement, on a des enjeux avec un fil rouge sur les 6 premiers tomes. Et là, on n'a plus vraiment ce genre de choses sur le dernier tome. Alors que techniquement, je trouve vraiment que c'est l'album le plus réussi, aussi bien dans le dessin que dans la narration. Voilà. J'aime bien Enola Holmes. Ton avis sur les 3 premiers tomes? Je te vois. Moi, j'ai lu que les 3 premiers tomes et c'est un plaisir à lire en fait. C'est un petit bonbon. Ça se fait tout seul. C'est effectivement très féminin. Il y a une lecture qui peut être faite par des enfants à partir de, je sais pas moi, 8 ans, 9 ans, comme ça. Et ils vont y trouver leur compte. Mais en tant qu'adulte, on y trouve aussi notre compte. L'intrigue est suffisamment maligne pour nous garder en haleine. Donc c'est plutôt bien foutu, quoi, parce que voilà, on est des mecs de plus de 40 piges et on se tape du Enola Holmes. Donc il y a un moment où les problématiques posées fonctionnent, les enquêtes posées fonctionnent, les intrigues fonctionnent et les personnages sont suffisamment attachants. Donc voilà. On est complètement d'accord. Voilà, donc on peut dire que c'est une réussite. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Vous pouvez y aller. Personnellement, j'ai trouvé le dessin à l'encre vraiment superbe et le travail sur la couleur vraiment génial. C'est dommage si effectivement il y a un souci sur les impressions. C'est quand tu compares les premiers tomes et les derniers, tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, mais voilà, moi je ne peux que vous conseiller d'y aller parce qu'effectivement ça fonctionne divinement bien. Parfois, on pourrait considérer que c'est un peu bavard parce qu'il y a et du dialogue et de la voix off, mais ça passe quand même presque tout seul. Voilà, ça marche très bien. Bon, sur un tome 1, on peut pas mettre de coup de cœur. Là, on a quand même une belle série. Non, il y a trop de tomes. Ah, on peut pas non plus. Non, parce qu'en fait, il faut attendre la fin du cycle 2, du coup. Il aurait fallu qu'on fasse que jusqu'au tome 6. Ce coup-ci, j'aurais peut-être vraiment 50 ans. La fin du début, c'est quand même... Oui, parce que apparemment, ça suit quand même les romans et que le tome 7 est sorti quand le roman est sorti, en fait, à peu près. Ouais. Donc, le tome 7, là, est sorti ce mois-ci. Hein. Oui, mais le dernier, quoi. Octobre, oui, non, mais je veux dire, le roman, il est sorti il y a un an, quoi. Ouais. Donc, bon, ça j'en près. Voilà, juste une question. Est-ce que vous iriez jusqu'au coup de cœur? Je pense que c'est une série qui mérite d'être recommandée. Donc, moi, je l'ai fait à la librairie. Donc, voilà. Tu peux le faire où tu veux. C'est un titre aussi. Mais... tu peux le faire où tu veux, on a le titre. On est bon? Moi, je mets le coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Ben voilà. Donc, Enola Holmes par Serena Blasco, Lucie Arnoux, c'est chez Jungle pour 13,95€ le tome. 7 tomes à l'heure actuelle et le tome 8, c'est pas forcément pour tout de suite. Non. Nous allons maintenant parler de Sioux. À l'arc. Merci, j'attendais que quelqu'un la fasse. Il faut aider la recherche en chronique de bande dessinée. Et pour l'aider, c'est comme d'hab, on le répète tout le temps, il faut être quelqu'un de sympa. Et qui sont les gens sympas? Quand tu dis comme ça, franchement, ça donne envie. Hein. Qui sont les gens sympas? Les gens sympas, c'est Chevonne, Warloff, Todd, Stéphane, Cobal, Boob et l'archiviste. Parce qu'ils nous donnent des sous sur tipeee.com/la voix des bulles. Et ça, c'est vraiment super sympa. Mais on vous demande pas d'être super sympa. Sympa tout court, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez donc... Si vous aussi voulez faire l'école de commerce, crevard.com, n'hésitez pas, elle est disponible. Et vous pouvez donc aller sur les impasse de la fortune. Sur les vignettes. Elle coûte rien parce qu'elle marche pas. Lavoidesbulles.fr. Ça vous emmènera sur le lien vers la bande dessinée en question, sur le site Bubble. Et si vous achetez, on peut avoir une toute petite com de pas grand chose, mais qui nous aide un peu. Et vous avez une BD que vous pouvez en plus aller réserver chez votre libraire préféré.
s'il est affilié Bubble. Bon, on fait ce qu'on peut. Et si vraiment vous n'êtes pas sympa, mais que vous avez un peu pitié, vous pouvez parler de nous sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir. Mais parlez qu'en bien. Hein. Oui, quand bien. Avoir pitié, c'est aussi dire du bien des gens pour les soutenir. Parce qu'on vraiment, on a besoin de soutien. On va pas bien, on a des problèmes de santé, il y en a un qui doit refaire son genou, moi ça a été... Moi je fais mon genou en plaqué. J'ai des problèmes au niveau des sinus, Thio, lui c'est les cordes vocales, il fait trop d'émissions, il parle trop. Et Guillaume, c'est... non, on peut pas en parler à la radio. Non, Guillaume, non, on peut pas en parler. Non, on peut pas en parler. C'est trop étrangement, j'ai l'air d'être le mieux en forme. Ouais, c'est ça. Comme quoi, c'est pas celui qui bosse le plus. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on va rectifier ça. On va rectifier ça, justement, tiens. Alors, tu vas nous parler du tome 26 du Triangle Secret. Non, arrête, parce que déjà, je sens que t'es Seulement 26 Rectificando. C'est un tome. Scénarisé. Non, Rectificando, tome 1. Mais c'est dans la série du Triangle Secret, c'est le numéro 26 dans le Triangle. Vous voulez faire le pitch C'est par tout Didier seul ou, Convarin au scénario, par Denis Falk au dessin, Angélique Cézanneau à la couleur, chez Glénat pour 14,95 €. On est en train Et de essaye de ne pas t'introduire. faire sonner la J'aime bien quand cloche. tu m'introduis. On est en train de t'introduire. Alors, et toi, tu nous allons suivre Clément Mélan dans un premier temps, qui est journaliste infiltré dans une secte catholique et qui est pourchassé par des hommes dans la forêt. Et on va pas le suivre longtemps, parce qu'avant de pouvoir escalader un mur d'enceinte, il est repris, jeté à terre et froidement tué. Pan. Ça, c'est fait. Maître Duménil, Spinware et le ministre du Commerce de l'Industrie Langlois, conscients que cette histoire pourrait leur porter tort, cherchent un moyen d'étouffer l'affaire. Ils décident de maquiller la mort de Mélan en accident de voiture. Le lendemain, la police constate que le véhicule de Mélan avait une roue crevée. Bref, une mise en scène pas folle. Mais ça passe. Ça passe. Et c'est là qu'on va rencontrer notre personnage principal. Alors qu'il prend du bon temps sur un bateau en Corse, en compagnie de Karen et de Mattei, Jean Naumann, et pas No Name, Jean Naumann, reçoit un message de la part de Madame. Le triumvirat a décidé de confier une mission aux trois compères, faire la lumière sur le lien entre la fratrie, c'est la secte fondamentaliste qui place ses pions dans les plus hautes sphères de l'État, et la disparition mystérieuse de Clément Mélan, le journaliste, dont le corps a été retrouvé calciné dans son véhicule, C'était un accident. pas très loin du manoir qui appartient à la fratrie. Bien évidemment, ça éveille les soupçons. C'est que, en plus de cet accident suspect, le journaliste avait envoyé un message alarmant la veille de sa mort. Ouais, attends, je suis honnête. Hein. T'es au niveau. Rectificando se positionne comme une nouvelle suite spin-off de la série de Convar, Le Triangle Secret, débutée en 2000, déjà poursuivi par un premier cycle Inri, par un deuxième cycle Les Gardiens du Sang, par un troisième cycle Lacrima Christi, et nous en sommes donc au 4e spin-off. Mais le Triangle Secret n'est cependant toujours pas terminé, donc la saga repart avec les aventures autour du rectificateur, chaque aventure fonctionnant comme un one-shot. Dans ce nouveau titre intitulé Famille de sang, le duo Convar-Falk reprend du service dans une histoire qui s'inspire de la réalité et de l'actualité du moment, à savoir les relations entre Hollande, à ce moment-là président, et Macron, et les attentats de groupes fondamentalistes sur le sol français. Ensuite, toute ressemblance avec les personnages existants serait purement fortuite, vu le déroulé de l'intrigue. L'expérimenté Convar livre un scénario très classique, plutôt bien construit, mais qui est sans doute notamment limité par la taille du livre et du concept en one-shot pour chacune de ces histoires. C'est pour ça. Et Putain, ouais. c'est vrai que s'il avait étendu un peu le récit, ça aurait été... Dilué, on dit. Cette contrainte l'empêche donc de développer en profondeur l'histoire et la psychologie globale des personnages. Peut-être que les prochains tomes s'en chargeront, on verra ça. Au dessin, Falk est toujours aussi à l'aise dans cet univers aux accents politico-ésotériques, puisqu'il en est déjà pas à son tout premier. Et il a un trait assez précis, il faut reconnaître ce qui est là. Ça fonctionne bien sur les différentes séquences créées par le scénariste, surtout sur les lieux. Là, ici, ça se passe à Lyon. C'est un endroit qui Il est les connu cailloux, quoi. C'est ça que je veux dire. parfaitement bien, notamment sur les Le BA13, il monuments, te le fait à Et la perfection. la crique encore, ça a été bien faite. parce qu'il habite à Lyon. Au final, cette nouvelle aventure spin-off du Triangle Secret ravira les fans du genre. Ça reste beaucoup trop classique pour mes goûts personnels.
Je tiens tout de même à préciser que le tome 2 est sorti le 16 novembre 2022. Ah, il faut le commander. Il n'y a Mais- pas eu. Alors, T'as 16 pas novembre, oublié c'est- un c'est cycle pas dans le encore Triangle sorti. Secret. Il y en a pas un qui s'appelle Les Gardiens de quelque chose là. Oui, je l'ai donné tout Le à l'heure. gardien du sang, non, c'est pas ça Je l'ai donné tout à l'heure. Ouais, Parce que je l'ai pas pardon, je me mémorisé suis par endormi au cœur. milieu, désolé. Oui, bah, Les gardiens du sang. Henry, les gardiens du sang et la Crima Christi. C'est ça. Non, Non, mais mais je m'étais endormi. Lacrima Christi, ok. Pour faire simple, c'est... voilà, si on a déjà suivi le Triangle Secret, qu'on est fan de ce genre de truc, vous êtes dans la bonne veine, il faut continuer. Vous pouvez aller voir ailleurs aussi, sinon. Ouais, moi j'ai trouvé ça mais un peu trop. Ce que je dirais, ouais, c'est la BD à papa, quoi. C'est cliché. Mais qu'est-ce que t'as contre les BD à papa? La pauvre sœur du journaliste en détresse, elle part avec le gars qui se balade en caleçon de bain. Oh, et s'il se la tapait avant la fin, tiens, ce serait pas une mauvaise idée, ça. Quand tu as lu et lu et relu du 13, par exemple, et que C'est- ouais. derrière, tu découvres le Triangle Secret, tu prends le Triangle Secret et tu continues comme ça. C'est la BD à papa pour souvent... Même c'est- 13, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que justement, ça se renouvelait plus, quoi. Mais c'est ça, c'est le principe. Ah, Il y a des gens qui aiment bien rester dans ce petit confort-là. hein. Quand elle rencontre le rectificateur, il est pas en maillot de bain, il est en tenue Oui, de c'est vrai, travail. pardon. C'est après qu'elle le voit en Ouais, maillot. c'est ça. Et en plus, sur la couve, ils ont fait une erreur d'impression de merde. Les noirs, ils sont moches qu'ils en peuvent plus. Voilà, c'était juste pour dire ça. Mais... Alors, juste pour info, pour ne pas en avoir lu 12 millions, ne pas être forcément très au fait de tout ce genre de BD, pour une première fois, ça passe pas trop mal. Après, et c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un petit peu téléphoné. Il y a des scènes ultra clichés qui m'ont fait sourire, mais moi je suis parti du principe que c'était fait exprès pour faire sourire. Mais oui, je veux dire, je suis désolé, James Bond qui se tape la James Bond girl, voilà. Oui, mais- on l'attend. Si ça y est pas, ça manque. en Ça fait. fait partie du package Donc, total. Pour quand t'as pas lu les 12 avant et que t'en lis pas si souvent des comme ça fonctionne pas trop mal. C'est rigolo, ça détend. Est-ce que je m'amuserai à le relire? Je sais pas. Est-ce que je lirai un jour le tome 2 par curiosité? Peut-être. Est-ce que j'ai envie de lire tout le Triangle Secret pour comprendre d'où vient le rectificateur? En fait, j'ai plein d'autres choses à faire. Mais non, après, enfin voilà, si j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, mais c'est de la bonne BD de chiottes. Attends, C'est- la façon dont ils résolvent le truc à la fin, quoi. Oh mon dieu. Mais oui, mais c'est le genre de truc que tu ouvres, que tu lis, tu passes un moment sympa, et puis tu le poses et tu passes à autre chose. Il faut passer à autre chose, je suis d'accord avec toi. C'est qu'après, c'est pas fait pour faire plus. Enfin, je non, mais crois je pas. suis d'accord. En tout cas, si c'est fait pour faire plus, alors c'est même pas mignon, c'est juste un énorme échec, quoi. C'est à rater. Si on veut en faire plus, c'est à rater. Mais pour moi, enfin non. Enfin, pour moi, c'est vraiment juste de la BD que tu prends, tu le lis, tu passes un moment rigolo, sympathique, ou un peu agaçant parce que tu trouves ça trop téléphoné, et puis tu le poses et tu passes à autre chose. Et puis un an ou deux après, tu l'as oublié, et puis tu tombes sur un autre de la série, tu le lis quand même. Non, mais enfin voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un genre de BD qui a sa place dans la BD et Ah oui, non, je suis d'accord, mais c'est... et qui a du sens, mais C'est pas notre cam à la base. voilà. Mais j'adore... Enfin, j'ai un souvenir de Convar avec Neige que j'avais adoré. Après, il faudrait peut-être que je le relise, peut-être que je serais vachement déçu. Mais j'avais adoré quand j'étais beaucoup plus jeune, Neige, c'était trop bien. Ah, mais à cette époque-là, tu savais pas la fin dès le début. C'est possible, je manquais de... C'est peut-être grâce à Convar que maintenant tu connais la Ouais, fin. c'est ça. Ouais, ouais. C'est Convar qui m'a tout appris pour... Ah, au fait, Comme un pélican. est-ce qu'on pourrait avoir un truc aussi là sur le Stream Deck, tu sais, le fameux des mangas là. On pourrait. Je pourrais même essayer de le combiner avec une animation qui passe sur l'écran pour la vidéo, mais ce serait un peu plus galère. Ok, bah c'était Rectificando, Triangle Secret, par Didier Convar, Denis Falk, Chez et c'est Glénat. chez Glénat. Voilà. On va passer à quelque chose d'un peu plus light. Oula. Et notez que j'ai perdu du temps à lire Rectificando pour ne pas lire My Name GMT. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que des fois, il y a des choses, il faut savoir faire des choix.
Ce qui est tellement bon quand même dans Rectificando, c'est que du coup, tout le monde l'avait lu, mais il n'a pas fait le tour de table complet, tu vois. Il a dit, je crois que c'est bon. On a eu l'avis de 2 personnes, ça suffira. Pourquoi il y avait quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose? Ben oui, monsieur. En fait, vous avez fait les Pardon pitres pendant tout le, pendant tout le pitch, et j'ai envie de dire. Vous avez grillé vos cartouches. Non, mais moi, j'ai rien grillé du tout. Moi, j'ai juste que voilà, il me donne pas la parole. Excuse-moi, tu peux faire venir le transpalette pour m'apporter Mind Management? Il en manque un. Alors, oui, je sais pas où est le tome 2. Alors, déjà, j'ai retrouvé le 3, déjà, c'est pas mal quand même. Enfin bon. Il doit être dans ma chambre parce que je devais le lire. Tu n'as pas eu le temps de le lire à cause de Rectificando. D'accord, cause de Putain, Rectificando. c'est dense Rectificando quand même. Hein. Puis des set Enola Holmes Ouais. et de l'installation du matos. Ouais, Et de la depuis- préparation. Finalement, on lui met un Mind coup de cœur ou Management, pas, quoi. Rectificando? Hein Alors, une ville africaine où les habitants sont saisis d'une rage meurtrière et s'entretuent. Un vol dont tous les passagers et membres d'équipage sont frappés d'une amnésie soudaine et totale. Une jeune écrivaine auréolée d'un succès colossal de son premier livre d'investigation, mais qui est désormais en panne totale d'inspiration. Voilà. Elle va mener enquête, et une enquête qui va peut-être la mener à des découvertes d'autant plus stupéfiantes qu'elle la concerne, et elle va du coup faire le tour du monde. Voilà, ça ce serait le pitch général de Mind Management. Parce qu'en fait, quand je me suis retrouvé à devoir faire le pitch C'est de la trilogie, compliqué, c'est hein. compliqué. Donc là, je vous fais un petit pitch. Je vais essayer d'aller un peu plus loin maintenant. Pichounet. De quoi est-ce qu'on parle dans ce Mind Management? On va vous parler justement d'une société parallèle, le Mind Management, qui est exclusivement composé d'individus lambda, mais qui ont des pouvoirs psychiques. Certains sont immortels, d'autres vont déformer la réalité, d'autres vont faire croire à des illusions, d'autres vont pouvoir avoir la possibilité de faire de la propagande juste en vous faisant des dessins ou en écrivant des livres. Et Meru va être justement cette journaliste qui est fauchée, qui est en panne d'inspiration. Et on va offrir... elle va vouloir enquêter sur justement ce vol où les passagers ont perdu la mémoire. Et elle va s'intéresser plus particulièrement à un des passagers qui est Henry Lime. Et elle va le chercher dans le monde entier. Et elle va le trouver. Et à partir du moment où elle le trouve, c'est le moment où justement elle va découvrir qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui ne sont pas ce qu'elles sont. Alors, Il y a un mystère dans le mystère. il y a un mystère dans le mystère. Alors maintenant, Il y a un mystère dans le je vais mystère du mystère. je vais pas aller plus loin dans le pitch, mais je vais aller plus loin dans le récit. Mais là, forcément, je vais un petit peu vous révéler des choses. Ouais. Donc, si vous n'avez pas lu Mind Management, là, il va falloir soit que vous bouchez les oreilles, soit vous continuez avec moi. Alors non, si on avait dit qu'on spoilait pas. Ah dans ce cas-là, on peut arrêter d'en parler. Bah, on peut Non, arrêter mais d'en voilà, parler. mais je veux dire, donne ton avis. On peut se faire après le générique si tu veux. Tu peux spoiler. Ah non, mais Pour les gens qui veulent continuer, mais- non, mais je continue. En fait, c'était juste une question de rhétorique, encore une fois. Alors, tout ça, c'est un petit peu l'air de rien, mais ce qu'a fait Matt Cain sur son bouquin, c'est qu'il a un petit peu réinventé, je trouve, le super-héros en faisant ça avec un personnage lambda. On pouvait trouver des petits parallèles avec des livres justement sur le récit d'espionnage, sur la manipulation de masse, comme on avait par exemple dans Invasion de Los Angeles de Carpenter, ou les moutons du Pentagone avec George Clooney. Les chèvres. Les chèvres du Pentagone, c'est ça. Où on peut avoir toutes les expériences qui ont été menées par la CIA, qui étaient complètement hallucinantes et complètement barrées. Mais on a vraiment dans ce bouquin quelque chose qui est très très compliqué dans la réalisation du livre en lui-même, parce que le dessin est là encore une fois très 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 clivant. Soit on aime, soit on n'aime pas. Matt Cain va devoir différentes choses. Dans le bouquin, on va avoir des aquarelles, on va avoir des choses sombres, on va avoir différents types de récits. Il va inclure des livres dans le livre, des dossiers dans les dossiers, des notes de bas de page, surtout dans le premier tome, il s'est amusé à faire ça, où il mettait des choses sur les tranches des pages qu'il fallait lire pour voir en fait. Bon, il en met de partout, c'est très compliqué à lire, mais en même temps, c'est aussi un style qui est unique. Voilà. C'est parfois très déstabilisant, mais le style graphique, quand si on arrive à passer outre pour ceux à qui ça plaît pas, l'histoire est tout simplement hallucinante. Quand vous suivez justement l'histoire de Meru, c'est je trouve génial de suivre justement toute cette histoire, d'essayer de la relier dans le monde entier avec tous les différents types de personnages qu'elle va rencontrer. Et on a vraiment, je trouve, une sorte de côté
des masques, voilà, qui vont en fait se tourner dans un sens, se tourner dans l'autre. Un coup, tu vas avoir un gentil, un coup, tu vas avoir un méchant. Et en fait, tu sais pas à qui faire confiance, qui ne pas faire confiance. C'est vraiment un récit qui est... Donc, c'est une trilogie. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Le tome 2, j'ai mis un petit peu de temps à le lire parce qu'il fallait que je me remette un peu dans le move du tome 1 parce que j'avais eu beaucoup de temps entre les deux. Mais entre tome 2 et 3, franchement, je me suis régalé dans la suite, quoi. Il y a un petit côté, je trouve aussi, le film qui était avec Michael Douglas, The Game, Oui. où justement, en fait, lui joue, on le fait jouer à un jeu, lui il pense qu'il est dans la réalité, et à un moment donné, nous aussi, on se questionne. Qu'est-ce qui est réel dans ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui n'est pas réel? C'est ça. Parce qu'on ne sait plus, en fait, où est la réalité. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est lui Voilà, qui part en à brioche? cause du contrôle de masse, tout ça, est-ce qu'on lui a menti? Est-ce qu'elle a lu quelque chose? Enfin bon, quelque chose vraiment exceptionnel. Moi, j'ai mis déjà le coup de cœur au tome 1. On m'a dit, on va attendre la fin. Je mets le tome 1, tome 2, tome 3, je mets toute la trilogie. Pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que c'est vraiment un ouvrage qui est... C'était ce qu'on avait qualifié en tout début du podcast d'OVNI, objet BD-fil non identifié. Ben, franchement, voilà, ça c'est un OVNI et c'est vraiment un gros coup de cœur. Ouais, je peux. Si tu Autre veux, hein. lecteur, poursuivez. Non, moi je l'ai pas lu, donc oui, je c'est vous laisse, vrai. poursuivre. Alors, C'était fait exprès, c'était comme ça. En pour fait, moi, Il a voulu faire du mind management. c'est un monument. C'est un monument de scénario, c'est un monument graphique, et je ne sais pas dans quel état psychologique, psychique l'auteur a fini après l'écriture et le dessin de ces 3 tomes. Il y en a dans tous les sens, comme disait Mathieu, il y a des notes de marge, il y a des informations dans les marges, ce qui viennent compléter les informations. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement redondant avec le dessin, pas du tout. Ce sont des informations supplémentaires, complémentaires sur ce qui se passe. C'est d'une richesse invraisemblable. Je ne sais pas si le garçon est totalement complotiste, mais quand même, c'est quand même sacrément barré. Et effectivement, nous, en tant que lecteurs, on est sévèrement plongé, comme dans The Game, et comme avec Michael Douglas, dans cette espèce d'eau boueuse, d'eau saumâtre. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce qu'elle est totalement dérangée? Est-ce que ce sont les autres qui sont dérangés? Qui est le plus fou de l'ensemble des personnages qu'il croise? Parce qu'au départ, on peut se dire qu'ils sont un petit peu isolés, et en fait, ils sont quand même sacrément nombreux à faire partie de ce mind management ou de ce ex-mind management ou de la nouvelle version du mind management. Bref, c'est un truc de malade. Et en fait, on se laisse embarquer, c'est-à-dire qu'on a très envie de savoir où on va, mais au final, c'est plutôt ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on va apprendre sur les différents personnages que l'on rencontre. Machin qui a tel pouvoir, allez, on va te faire un petit arc au passage et on te raconte les histoires à l'intérieur de ce qui se passe là. Mais il y a quand même un fil avec l'intrigue générale. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment le garçon a agencé les post-it chez lui, sur le mur, sur le plafond, au sol, partout, pour arriver à rendre le récit cohérent. Et c'est l'une des très grandes forces de ce bouquin, au-delà de l'aspect graphique qui, pour moi, est une force, même si c'est pas joli, c'est une force. Mais la trame narrative est absolument gigantesque, énormissime, extrêmement riche. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est une franche réussite. Et effectivement, j'avais oublié le terme d'OVNI, mais on peut l'estampiller OVNI complètement. Guillaume? Alors, j'ai pas grand chose de plus à rajouter à tout ça, si ce n'est que moi j'avais lu les 3 d'une traite quand on avait chroniqué le premier. Et honnêtement, heureusement, parce que je me serais remis sur le 2 et 3 maintenant, 1 an après le 1, j'aurais rien compris. J'aurais complètement perdu le fil. Je serais sûrement rentré dedans au bout d'un moment, mais j'aurais raté une partie de l'histoire en fait. Donc lire les 3 d'affilée, c'était une bonne chose. C'est super dense. Ouais. Et oui, si vous avez la possibilité de lire les 3 d'affilée, lisez les 3 d'affilée. C'est beaucoup plus facile à suivre et beaucoup plus intéressant à suivre. Et du coup, aucun regret parce que ça fait donc un peu plus d'1 an que je les ai lus. Le souvenir est quand même relativement vivace. Et effectivement, gros scénario, grosse intrigue, des informations partout, en veux-tu, en voilà, énormément de détails qui peuvent te perdre, mais en même temps, quand tu le lis dans la continuité,
il y a toujours un moment donné où il te rattrape pour te faire reprendre le fil rouge. Oui, voilà, c'est pareil, hein, un gros coup de cœur dessus, parce que c'est une œuvre qui mérite d'être lue, parce que waouh quoi. Je ne sais pas comment l'auteur va arriver à passer à autre chose ensuite. Hein. Oh, il n'arrête pas. Ouais, il est... Il fait toujours d'autres choses, Oui, t'inquiète. il est aussi scénariste pour fou, DC, je crois. Ce genre de choses-là. Non, Matt Kindt, il travaille. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Voilà, je ne peux que valider ce coup de cœur parce que vous m'avez mind managementé. C'était fait exprès. Voilà, mais sérieusement, me connaissant et connaissant mes goûts. Ouais, t'aurais mis quand même, mais je préfère réduire les Tu risques. voulais pas prendre le risque. Je préfère réduire les risques. Ah voilà. Non, parce que quand je l'avais pas mis sur le premier, c'était vraiment parce que j'avais peur qu'il se perde en route. Juste une petite question sur le final. Est-ce que c'est une fin ouverte? Est-ce que ça boucle vraiment quelque chose? Est-ce que c'est une fin, tu poses le truc, tu fais... C'est une fin ouverte. Ou est-ce que... C'est plus une fin ouverte, en même temps c'était difficile de faire une fin différente. Ou est-ce que à c'est mon une avis. chute, tu vois, qui te fait faire merde, il m'a remis le cerveau à l'envers, tu vois. Non, c'est plus une fin ouverte. Faut pas le dire, on va se Oui, voilà, mais j'ai l'état d'esprit, voilà. Ok. Il y a une fin. C'est une fin. Après, elle pourrait être continuée si tu avais envie. C'est une fin. C'est ça, c'est la fin clin d'œil avec potentialité Avec de... une petite possibilité. Voilà, au cas où. Ok. Au cas où Matt Kine aurait d'un coup encore plein d'idées dans la tête, mais Donc, Mind Management par Matt Kindt chez Monsieur Toussaint l'ouverture pour 24,50 € le tome. Et vu l'épaisseur des tomes, c'est pas si cher que ça. et puis c'est Il y a ouais, des c'est bouquins qui coûtent 45 balles qui sont moins remplis. Hein. ouais. Non mais en plus, je trouve Qui se lisent plus vite. même l'édition en elle-même, elle est vraiment chouette parce que quand tu mets les trois côte à côte, ça va Ouais. être C'est classe. le petit côté un peu dossier secret et tout, c'est Ouais, parce que tout est chapitré façon de dossier. Ouais. Par contre, juste un truc, faut avoir une bonne vue. Hein, parce que c'est écrit tout petit. ouais, il y a des trucs. Dans les dialogues, c'est vraiment écrit tout petit. Et alors, les notes de marge... T'as pas tes lunettes. c'est pour ça. Ben non, mais je Non, pense que mais si alors, j'ai en des plus, lunettes aujourd'hui, c'est à cause de Matt Kind. Hein. les notes Je vais lui de envoyer la marge, facture, hein. elles sont écrites en noir et en Ouais. ou en bleu. En bleu clair. Du coup, elles Avec se suivent- l'encre par-dessus. Ouais, du coup, elles se suivent pas nécessairement de la même façon Non. en fonction de la couleur dans laquelle elles sont écrites. Moi, je me souviens qu'au début, j'ai été un peu paumé Et parce des que roses, les je crois. notes de marge au début, elles se répètent. Et Oui. Oui, c'est un jeu aussi. Je pense que c'est quelque chose de ludique. c'est hyper Puis, perturbant. quoi. il y a même des fois des pages où en fait il aurait fallu, où j'ai dû retrouver un truc, un petit filtre rouge Oui. pour retrouver en fait le texte luminal qui était écrit dessous en fait. J'arrivais pas parce que c'est comme Il y a le dessin qui dépasse. t'as bleu et rouge et il faut que tu t'amuses à essayer T'as de le bleu et trouver. le rouge qui sont superposés. Voilà. Donc non, enfin franchement c'est quelque chose d'excellent. Fantastique série. Aléatoire. Un œil sûr. Return to Monkey Island. Et là c'est sa Madeleine de Proust. Bah, pas que. Excusez-moi, on va juste vous le dire moment bonne où on dort, soirée. c'est ça Et on se retrouve à la prochaine. Hein. C'est pas que une Madeleine de Proust, parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Oui, on l'attendait depuis 30 ans, c'est une suite. Pour résumer, dans la fin des années 80, il y a un petit réalisateur à succès qui s'est lancé dans le jeu vidéo et qui a pris une bande de gars qui avaient l'air prometteurs, des gamins, tu vois, la vingtaine, qui leur a dit « Venez bosser chez moi pour écrire un petit jeu en point and click ». Alors les gars se retrouvent au Skywalker Ranch pour faire un jeu en point and click. Quand tu dis Skywalker, C'est comme Luke. Ah, comme Luke. Ouais, c'est comme Luke. Donc, c'était un jeu Lucas Film Games. Ils ont fait le premier. Je crois que c'était en 90, un truc dans le genre. Monkey Island, jeu de point and click où tu attrapes des objets, tu appuies sur des mots pour dire pousser tel truc. C'était. Voilà. Ils ont fait le deuxième qui a été vraiment dans l'année qui suit. Qui complétait la forme, qui en est encore mieux. À l'époque, les jeux point and click, tous ces jeux d'enquête, c'était des jeux où tu pouvais mourir. Alors que dans Monkey Island, non, ils disent c'est un jeu narratif. Tu vas pas mourir et faire recommencer le gars 40 ans avant pour trouver. Par contre, on va vous mettre des énigmes qui demandent de comprendre l'esprit tordu des concepteurs des énigmes. Tout se passe dans un univers de piraterie. Nous allons suivre Guybrush Threepwood, qui veut devenir un pirate. Dans les deux premiers tomes, dans les deux premiers
jeu, il essaye de monter un équipage et doit se battre contre le terrible pirate LeChuck, qui devient ensuite le terrible pirate zombie, puis le terrible pirate fantôme, puis le terrible pirate démon au fur et à mesure des jeux. Les auteurs qui ont bossé donc sur les premiers Monkey Island, à la fin du 2, ont été gentiment remerciés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et Merci. d'autres personnes ont pris la suite. Il y a eu un 3, il y a eu un 4. Il y a eu un 5 avec un des auteurs originaux qui a bossé dessus dans un jeu épisodique par Telltale Games, ceux qui avaient fait The Walking Dead. Walking Dead qui a mené le renouveau du jeu point and click. Et puis un jour, un des créateurs qui a un blog où il se fait appeler le vieux gamer râleur, avait toujours dit je ne ferai jamais de blague de 1er avril parce que c'est débile, et un 1er avril dit je travaille sur le nouveau Monkey Island. Donc forcément tout le monde a dit est-ce que c'est la blague ultime qu'il est en train de nous faire, etc. Ce que tout le monde attendait, parce qu'à la fin du 2, il y a une sorte de cliffhanger que toutes les suites ont mise de côté. Et il a repris vraiment ça, il a sorti son jeu. Donc on est sur un jeu d'aventure qui a totalement oublié le côté pixel art, parce que comme il le dit, c'était peut-être du pixel art les 2 premiers jeux, mais c'était les meilleurs graphismes qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc on va pas faire un jeu avec des graphismes vieux, on va faire un jeu avec des graphismes modernes. Donc ils partent sur un style par Rex Crow qui est plutôt pas mal, un côté un peu animation moderne, moi, qui marche bien. On retrouve cet humour que j'avais beaucoup aimé. Il y a quelques références au vieux jeu, et je pense que moi j'ai trouvé du plaisir là-dedans, mais surtout l'ambiance qu'on retrouve. Et ça parle pas mal au côté... au côté vieux joueur, qu'on ait joué à Monkey Island ou pas. C'est-à-dire le côté... ça fait longtemps que je joue. Moi, j'ai joué sur ces premiers ordinateurs il y a longtemps. Il y a plein de petits clins d'œil là-dessus. L'aventure reste jolie, a une fantastique conclusion qui m'a un peu ému. Voilà. Choupinou. Oui, je trouvais ça sympathique. Il y a des mécanismes qui ont été très modernisés. Toujours des énigmes un peu tordues. On peut choisir de jouer dans la version normale, dans la version difficile, avec plus d'énigmes. En gros, pour résoudre un truc, tu as plus d'étapes. On peut choisir de jouer avec la version dialogue normaux ou la version bavarde, où il rajoute plus de blagues, en fait, dans les dialogues. Mais c'est toi qui choisis si tu veux un jeu long ou court, en gros. Parce que les dialogues sont toujours aussi hilarants. Il y a des références à l'actualité. Genre quand ils rencontrent des marins qui sont en quarantaine parce qu'il y a le scorbut, et que tu sais qu'il faut leur donner du citron vert pour les soigner contre le scorbut. T'as même un tract qui explique que c'est bien. Ils disent non, c'est quoi ces trucs scientifiques? Moi je crois pas ce machin-là, c'est scientifique, c'est n'importe quoi, faut pas leur faire confiance. Et donc tu dois trouver un commercial qui va te faire un truc pour dire le citron vert ça rend super fort, et il lui trouve un nom commercial qui donnera envie que les gens aient envie de le prendre, tu vois. Parce que si c'est trop scientifique, on peut pas faire confiance quelque part. Donc j'ai trouvé que c'était bourré de bonnes trouvailles, que ça ne se reposait pas que sur la nostalgie, même si je suis très mal placé pour en juger, parce que j'ai quand même été très très pris par la nostalgie avec ce jeu-là. C'est mon jeu doudou, un de mes jeux préférés. Faut savoir que le créateur de Uncharted est un grand fan de Monkey Island, au point que je crois que dans le 3, il y a un clin d'œil à Monkey Island. Et alors que leur remake, troisième remaster de The Last of Us sortait, et qu'il devait faire de la com dessus, donc sur Last of Us, et ben, il a presque plus fait la com de Monkey Island, parce qu'à un moment donné, il fait un caméo dedans, il a le droit de faire une voix. Voilà, le mec était presque plus fier de ça que non mais mon jeu il est bien, ouais, achetez-le. Et je suis dans Monkey Island. Voilà. Bref, voilà, si vous aimez les jeux d'énigmes, les trucs tordus, l'humour un petit peu à la Monty Python, et c'est logique un peu tordu, vous prendrez un très grand plaisir à retrouver là-dessus. En plus, c'est pas très très long. Juste une question, ça se trouve sur quelle plateforme? Alors, on le trouve sur la Switch et on le trouve sur Steam. Sur PC. Ils n'ont pas fait de portage sur Android? Non, pas de portage Android. Voilà, ça se marierait très bien. Peut-être qu'ils vont y penser. Mais sur... et alors, ce qui est intéressant que sur ordinateur, c'est qu'il est compatible Mac, Linux et Windows. Ils ont quand même poussé le vice à être un peu open sur les plateformes. C'est-à-dire que c'est un jeu sur Mac, quoi. Comme ça, de plus en plus. Oui, Je sais pas pourquoi. C'est vrai. Peut-être parce qu'ils ont passé depuis bien longtemps sur des processeurs qui ne sont plus des processeurs maison. Bon, non, ils y reviennent, là. Ils vont y revenir. Bon. Bref, voilà. Merci de nous... Oui. Vous aviez joué à Monkey Island, vous, au jeu de ce type-là, ou pas? Très, 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 Pas il y a du très, tout. très, très longtemps.
Voilà. Mais très peu. C'était même pas chez moi. Vous avez raté votre jeunesse. Moi, j'ai joué à Red Baron chez un pote. C'est bien aussi. C'est un joli Castle-Field, je crois. C'est un jeu Lucas Arts. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, c'est J'ai joué à Prince of Persia, ça compte. c'est pas un jeu Lucas Arts. C'est pas un jeu, mais c'était Disney aussi. Voilà. Mais je crois que dans la pile, on a une BD qu'a scénarisé le gars qui a fait Prince of Persia. Prince of Persia. Ouais. Mm. Jordan Mechner. Et Myst, ça compte aussi. Ah, Myst, c'était Myst, bien. on est C'était plus bien, dans le, Myst. ouais, on est plus Ça dans le me point and gonflait. click les énigmes. Mais C'était plus très très dur, hein, Myst. C'était plus jeu d'énigmes que de jeu d'enquête, on va dire. Oui, mais c'était Myst, c'était un jeu d'énigmes. à code, beau. à clé. À l'époque, c'était super beau. C'était super beau, quoi. C'était- moi, je trouvais ça Monkey chiant. Island 2, quand il est sorti, était très très beau aussi à l'époque. Mais en 91, bon. Tu fais ce que tu peux, quoi, niveau graphisme. Excuse-moi, t'as quoi sur ton t-shirt? Ah, sur mon t-shirt, j'ai un tentacule pourpre. Parce que c'est les mêmes auteurs, entre autres, jeux de l'époque. Death Tentacle, un jeu grandiose aussi. Ouais. Mais alors celui-là, vraiment, faut avoir un savoir retors. Faut avoir un savoir retors pour finir Death Tentacle. Ouais. Sans la solution, parce qu'on n'avait pas Internet à l'époque, je le rappelle. Oui, sur Return to Monkey Island, ils ont mis un système d'aide qui te permet d'éviter d'aller sur Internet et qui te donne des indices pour avancer dans le jeu de façon un peu intelligente. Donc, C'est malin. Oui, ils sont C'est malin. C'est croquant. Bah, on va faire ça croquant, de façon c'est malin. moderne un peu, quoi. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était cool. On a passé une bonne soirée, les amis. Puis on a eu encore des coups de cœur. Plein de coups de Ouais, cœur. Hein. Ça a ouais. été, ça a été, mais pff, Oh là là. Un peu trop de coups de cœur d'ailleurs. Heureusement qu'il y a eu rectificando. Bah, il faut qu'on. ait des Comment il choses à- essaie de se dédouaner. je vais pas faire. Voilà, donc, ouais. Pourquoi vous plaignez? Il n'y a pas eu de coup de cœur. Combien de BD je vous ai fait lire qui font 400 pages et vous avez quand même pas mis un coup de cœur? Non, mais c'est pas le la nombre de quantité. pages. Tant qu'à faire, autant lire que 56. Hein. Ou 64. Bah, alors, oui, alors, c'est quoi? Mais Note écoute, cette phrase. Tu Note prêches ça. des convaincus, en fait. Hein. Comment dire? Je veux dire, quitte à nous faire lire des trucs pourris, parce que si c'est court, ouais, c'est mieux. Tu vois? Voilà. Non, Mais parce qu'après, il y a des mecs qui pleurent des larmes de sang, tu vois, pour arriver au bout du bouquin, pour pouvoir dire pourquoi c'était pas bien. mais au moins, il y a débat. Tu vois. Non, mais on préfère Enfin- avoir des débats sur des choses de qualité. Parfois, il y a des hauts aussi, hein, mais c'est bien aussi. Merci à tous d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce sera peut-être un canaille BD, je crois. Je sais plus ce que j'ai mis dans le programme. Franchement, tu avais des doigts en l'air. Ouais, je sais. Ouais, mais c'est pas. Voilà, je me prépare à faire un rythme de la musique, tu vois. C'est du générique trop long qu'on a jusqu'au bout. Et donc, bah, merci encore et à très bientôt. Avec une team qui va changer pour les prochaines émissions. Ouais, une team qui va changer. Ouais, il va y avoir Des du changement. surprises, de l'interactivité. On va être dans le podcast du futur. Du distanciel et tout. Ouais. Oh, c'est la classe. Des voix off, enfin un truc de malade. Ouais, ta voix elle va être très très off, toi. Ouais. La voix off. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao. À Ciao, très ciao, les bientôt. gens. Bye Bientôt, les gens. bye.